L'eau, c'est la vie, dit-on. Cette vérité se vérifie ici plus qu'ailleurs. Sans le fleuve qui a donné son nom au pays, le Niger ne serait en fait qu'une immense zone désertique, grande comme 2 fois la France. La boucle qui longe la frontière sud trace une étroite bande fertile qui couvre à peine 10% du territoire, mais qui permet quand même, bon an mal an, de nourrir les 18 millions d'habitants du pays. Le Niger est un pays confronté au changement climatique et à un boom démographique hors norme. La sécurité alimentaire y est une priorité. Des organisations paysannes pionnières, soutenues par l'ONG CCFD Terre Solidaire, y promeuvent l'agroécologie. Antoine Dabundo, qui est journaliste au service économie du quotidien La Croix, s'est rendu dans le pays pour rencontrer ces acteurs du développement rural. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, saison 2, épisode 8. Le défi du développement rural, reportage au Niger. Je m'appelle Antoine Dabundo, j'ai 58 ans et je travaille depuis bientôt 5 ans à La Croix, au service économie, où je m'occupe des rubriques Europe et agriculture. Je sais que pour certains, l'économie est une matière compliquée, abstraite, voire rébarbative. Pour moi, c'est tout le contraire. Car derrière les chiffres, ou plutôt avant eux, je vois d'abord des femmes et des hommes qui font preuve d'un engagement, d'un savoir-faire, d'une créativité et d'un courage qui suscite ma curiosité et mon enthousiasme. Pour tout dire, mon admiration sans cesse renouvelée. J'ai pu le ressentir une fois encore en me rendant au Niger à l'automne dernier, à la rencontre des communautés rurales de ce pays, l'un des plus pauvres de la planète. Ce voyage, je l'ai déjà en partie raconté à travers un reportage publié dans La Croix le 16 novembre 2018. C'était la Journée mondiale pour l'alimentation. C'est une date importante parce qu'elle est l'occasion de se rappeler que plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim à travers le monde. Et ce, malgré tous les efforts de la communauté internationale pour réduire ce fléau. Dans cet article, j'essaye surtout d'expliquer comment le Niger, confronté à un boom démographique et face au changement climatique, tente tant bien que mal de relever le défi du développement rural et d'assurer sa sécurité alimentaire. Résumer un problème aussi complexe en 2 pages, c'est déjà pas une mince affaire. Mais ce qui me frustre le plus, c'est le sentiment de n'avoir pas su rendre l'hommage qu'ils méritent à tous les protagonistes de cette histoire. J'ai dû faire l'impasse sur les paysages africains traversés avec leur beauté mais aussi leur rudesse. Et j'ai omis par convention tous ces moments personnels qui font qu'un reportage est d'abord une expérience humaine, dont on ne revient jamais tout à fait le même. Si l'on commence par le commencement de cet envers du récit, il me faut d'abord remercier Sophie Rebourg, la chargée des relations médias au CCFD Terre Solidaire, et à travers elle toute l'équipe qui a permis cette aventure. Comme son nom l'indique, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, c'est une ONG qui agit depuis maintenant près de 60 ans en faveur des pays les plus pauvres, en soutenant sur la durée des associations locales. Pour faire connaître l'action de ses partenaires de terrain, le CCFD Terre Solidaire co-organise depuis plusieurs années des reportages avec La Croix. En 2017, par exemple, j'ai eu la chance d'aller au Burkina Faso pour rendre compte d'un grand programme destiné à soutenir l'agroécologie dans toute la région du Sahel. Mon voyage, un an après au Niger, s'inscrit dans la même logique. Partir à la rencontre des associations et des communautés qui sont engagées dans cette démarche, et puis essayer d'évaluer comment cet autre modèle d'agriculture, qui s'appuie sur des petits paysans et qui encourage des pratiques plus respectueuses de la nature, peut aider à faire reculer le spectre de la faim. C'est Sophie, mon contact au CCFD Terre Solidaire, qui m'a aidé à régler tous les détails pratiques de ce voyage. Et d'abord à fixer les dates les plus propices. C'était vers la fin septembre, début octobre, juste avant la fin de la saison des pluies qui marque le début des récoltes de mil et de sorgho, les céréales à la base de l'alimentation là-bas. C'est Sophie qui, depuis Paris, m'a aussi trouvé un guide local qui était indispensable pour échanger avec les gens simples que j'allais rencontrer, qui ne parlent évidemment ni le français ni l'anglais. C'est elle encore qui m'a déniché un chauffeur et le 4x4 qui va avec surtout, un moyen de transport incontournable si on veut aller sur les pistes de terre qui constituent l'essentiel du réseau routier. Elle, toujours, qui m'a réservé une chambre à l'hôtel Terminus de Niamey, la capitale.
C'est là que je dois rencontrer, dès mon arrivée, des responsables d'associations pour décider de mon programme de visite. Car si tout semble réglé sur le papier, il y a un hic de taille qui pourrait bien remettre ce voyage en question. Depuis plusieurs années, l'ensemble de la sous-région vit sous la menace du terrorisme et le Niger n'est pas épargné. Au nord et à l'est du pays, à la frontière du Tchad, de la Libye et du Mali, des groupes armés islamiques se livrent à tous les trafics. Armes, drogues, migrants, enlèvements, et rendent quasiment impossibles les déplacements dans cette zone désertique. Mais le plus préoccupant, en tout cas pour moi, c'est que le sud du pays, qui avait été jusqu'ici relativement épargné, est désormais lui aussi rattrapé par cette folie. Au cours de l'été, la province de Difa, près du lac Tchad, a été placée en état d'urgence après plusieurs attaques meurtrières commises par la secte Boko Haram, qui est basée au Nigeria voisin. Dans la région de Tillabéri, cette fois c'est au nord-ouest de Niamey, la capitale, les conditions sont à peine plus rassurantes. Les incursions menées par des djihadistes qui viennent du Burkina Faso, voisin, ont conduit le ministère des Affaires étrangères français à classer cette partie du pays en zone rouge, autrement dit, formellement déconseillée. Or, c'est précisément dans cette région que je dois me rendre. Chaque jour, je fais le point de la situation avec Sophie Rebourg, qui assure la liaison avec nos partenaires sur place. J'ai toute confiance en elle. Ce n'est pas la première fois que je pars avec le CCFD Terre Solidaire et je connais le professionnalisme de cette organisation. Si le risque est trop élevé, j'en suis sûr, la mission sera annulée. Au journal, je peux aussi compter sur mon chef de service, Vincent de Féligonde, qui m'a donné toute liberté pour décider, en conscience, d'y aller ou pas. C'est vrai qu'à la maison, les choses sont un peu plus compliquées. Je suis marié, j'ai 2 grands-enfants encore étudiants, et toute ma famille est un peu inquiète de me voir partir toute une semaine aussi loin, dans des conditions si particulières. Mais eux aussi s'en remettent à ma décision. Le plus drôle de cette histoire est que ce voyage a bien failli ne pas avoir lieu. Non pas pour des raisons de sécurité, mais en fait à cause d'un imbroglio administratif dont le Niger semble avoir le secret. Pour pouvoir travailler dans ce pays comme journaliste étranger, il faut une autorisation spéciale, signée du ministère de la Communication. Une autorisation que j'ai demandée, bien évidemment, en même temps que mon visa, en envoyant par mail toute la paperasse nécessaire. Seulement voilà, quelques jours avant mon départ, j'ai toujours rien reçu. J'appelle donc le ministère de la Communication nigérien et je demande à parler à monsieur Untel, la personne qui m'a été désignée par le consulat à Paris comme responsable de mon dossier. Et c'est là que j'apprends que ce monsieur travaille désormais à Bruxelles et que personne, en réalité, ne sait vraiment où en est ma demande. Qu'est-ce que je peux faire? Au bout du fil, le fonctionnaire, il m'a dit son nom. Monsieur Seni Djingaré semble vraiment désolé pour moi et se dit prêt à m'aider pour m'obtenir le sésame dont j'ai besoin. Alors, en désespoir de cause, je lui renvoie tous les documents et puis j'insiste quand même sur l'urgence de la situation. Je m'entends encore le supplier au téléphone. « Monsieur Djingaré, vous êtes ma dernière chance. Il me faut ces papiers avant ce soir. Je peux compter sur vous, hein ?» Alors évidemment, tout ça fait un peu rire mes petits camarades, mais moi, j'emmène pas large, hein, parce que pas de visa, pas de reportage. Quelques jours plus tard, je reçois l'autorisation tant attendue. Seni Djingaré a tenu sa promesse et grâce à lui, j'ai enfin mon visa pour le Niger. Il était temps parce que mon avion décolle le lendemain. C'est pas la première fois que je me rends au Niger. J'ai découvert ce pays le printemps précédent dans le cadre d'un reportage que j'effectuais là-bas avec l'Agence française de développement, l'AFD, qui intervient dans le cadre de l'Alliance Sahel. L'Alliance Sahel, c'est un vaste programme soutenu par plusieurs pays européens, dont la France, et d'autres grandes institutions internationales qui mobilisent près de 7,5 milliards d'euros d'ici 2022 pour déployer près de 500 projets d'aide aux pays de la région. C'était un voyage court, 3 jours simplement, mais centré autour des questions d'éducation et de gouvernance, et ça m'a permis d'avoir une vision quand même assez concrète des difficultés de ce pays. Pauvreté, analphabétisme, insécurité, faiblesse de l'administration. Mais cette fois, je vais quitter la tentaculaire et poussiéreuse capitale Niamey pour aller à la rencontre du Niger profond, celui des campagnes, où vivent 85% de la population.
Les choses se présentent plutôt bien en ce dimanche ensoleillé. L'hôtel Terminus n'est pas luxueux, mais il est confortable et surtout, il dispose d'un jardin tropical où il est particulièrement agréable de prendre son petit déjeuner avant que les choses sérieuses commencent. La veille, comme prévu, j'ai fait la connaissance du souriant Boubacar Djibo, c'est mon guide, et du plus discret Amidou, notre chauffeur. J'ai également rencontré Florian Jacquelot, le chargé de mission Sahel au CCF des Terres Solidaires. On a eu un rapide échange à la nuit tombée autour d'une flaque fraîche, la bière du coin, au bord du fleuve Niger. Et ce matin, j'ai rendez-vous avec Idrissa Djibo et Boubacar Sambo. Ils sont membres des fédérations paysannes, ainsi que Bassirou El Nou et Mariama Oumarou de l'association Afrique Verte Niger. Avec patience et conviction, ces quatre-là m'expliquent l'histoire et le fonctionnement de leur organisation, qui regroupe des milliers de paysans à travers le pays. Ils m'initient aux problèmes de l'agriculture nigérienne, ils détaillent leurs activités en matière de production, de microfinance, de formation ou de plaidoyer auprès du gouvernement. À les écouter, évoquer avec tant d'enthousiasme leur travail, je me dis que ce pays, qui paraît si déshérité, a tout de même la chance d'avoir une société civile qui s'organise et qui ne baisse pas les bras. Je ne sais pas ce qui m'attend pour la suite, mais je dois dire que leur énergie est communicative. Je suis maintenant prêt à affronter le plan de bataille que nous venons de tracer pour les 5 jours à venir. Ce que je retiens de ce périple est difficile à préciser tant les images se bousculent dans ma mémoire. Il y a d'abord des visages, ceux auxquels on arrive à associer un nom, comme celui de Chebou Harouna, 63 ans, du village de Garbé-Kourou dans la vallée de la Sirba. Avec ce vieux sage, j'ai discuté longuement, assis à l'ombre d'un acacia. Pour nourrir ma famille cette année encore, il faudra compter sur la bonne volonté d'Allah, m'a dit le vieux chef, avec un sourire résigné avant de me quitter. Et puis tout aussitôt surgissent les figures anonymes et les éclats de voix de ces femmes rencontrées à Sé, un petit village au bord du fleuve Niger. Voile colorée sur la tête, daba à l'épaule, c'est la houe traditionnelle. Ces dames ont décidé de prendre leur destin en main et cultivent collectivement un potager qui permet d'améliorer l'ordinaire. Goyé Siborfourou, c'est le nom de leur groupement. Ça veut dire le travail paye toujours, m'explique Fatia Matou, une maman de 7 enfants, avant d'entonner en mon honneur un chant joyeux, repris par la petite troupe. L'eau, c'est la vie, dit-on. Cette vérité se vérifie ici plus qu'ailleurs. Sans le fleuve qui a donné son nom au pays, le Niger ne serait en fait qu'une immense zone désertique, grande comme 2 fois la France. La boucle qui longe la frontière sud trace une étroite bande fertile qui couvre à peine 10% du territoire, mais qui permet quand même, bon an mal an, de nourrir les 18 millions d'habitants du pays. Pour juger de ses bienfaits, il faut quitter Niamey, par le pont Kennedy. C'est le plus ancien des 2 ponts qui l'enjambent. Le plus récent a été construit par la Chine. On découvre alors une succession de jardins où l'on cultive le moringa, ce petit arbuste dont les feuilles sont très appréciées en cuisine. Des vergers luxuriants, des rizières irriguées. Mais dès qu'on s'éloigne un tant soit peu de la vallée alluviale, la savane reprend vite ses droits. C'est de cette terre sableuse, écrasée de soleil, que des milliers de paysans tentent chaque jour de tirer leur subsistance. D'ici, il est difficile de se représenter la dureté de leurs conditions de travail et de vie. J'ai pu en prendre la mesure en me rendant à Falouel, un village à 200 km à l'est de Niamey. Pour arriver jusqu'à ce bout du monde, il faut d'abord parcourir pendant 2 heures le ruban de bitume qui mène à Loga, la ville principale. Puis encore autant, le long d'une piste défoncée, qui permet à Midou de démontrer tout son talent de conducteur de brousse. Sur le trajet, dans un petit village, nous croisons une jeune paysanne qui tient cantine, au bord de la route. Nous lui achetons 3 sachets de riz agrémentés de feuilles de moringa hachées. La mixture est pleine de sable, elle crie sous la dent, mais ce n'est pas le moment de faire la fine bouche. Est-ce que nous sommes perdus ? Même Boubacar, qui d'habitude est tout sourire, paraît soucieux. Il essaie de me rassurer comme il peut. Non, on arrive bientôt, me promet-il à chaque soubresaut. Sans doute s'en veut-il encore d'avoir oublié d'acheter les fruits qu'on a pris l'habitude d'emporter à chaque déplacement pour couper les petites fringales. À Falouel, un véritable festin nous attend, préparé par nos hôtes de l'Union Madaben, qui commencent à s'impatienter. Au menu, riz, spaghettis et sauce pimentée aux oignons que chacun engloutit en silence à grands coups de cuillère. Puis c'est l'heure de la prière.
l'une des 5 qui rythme la journée des habitants de ce village à majorité musulmane, comme d'ailleurs 90% de la population du Niger. Mes questions attendront, d'autant qu'il fait maintenant une chaleur de four qui vide l'esprit et le corps de ses forces. Dans ce village isolé, la vie quotidienne est un défi permanent. Ici, pas d'électricité, sinon celle que fournit le groupe électrogène quand il marche. Pas d'eau courante non plus, sauf celle fournie par le puits, une tâche épuisante réservée aux femmes et aux filles, qui sont d'ailleurs les malheureuses de toutes les corvées, de la cuisine à la récolte en passant par la collecte du bois. Aux hommes reviennent les travaux des champs qui s'effectuent encore à la main. Le tracteur offert par le gouvernement a rendu l'âme depuis longtemps et dort sous un arbre, faute de pièces détachées. Et il en est ainsi dans tous les villages du Niger que j'ai pu visiter au cours de ce voyage. Je conçois qu'en présentant les choses ainsi, il y a largement de quoi désespérer. Et paradoxalement, c'est l'inverse que je ressens depuis que je suis rentré. Bien sûr, il y a cette misère incroyable, insupportable. Mais je suis persuadé que nous, pays riches, pouvons faire encore plus, encore mieux pour aider les gouvernements et les populations de ces pays pauvres. C'est une question de choix et de volonté politique. C'est aussi une question de justice et d'intérêt bien compris. Car tant que ces pays resteront la proie de la pauvreté, ils serviront de vivier à tous les extrémismes qui prospèrent sur l'ignorance et la misère. Et je veux espérer que le témoignage des journalistes peut encore, sinon changer le monde, du moins éveiller quelque conscience à ces problèmes. Mais ce n'est pas seulement cela qui me motive dans mon travail. Ce que je voudrais par-dessus tout partager à travers mes articles, c'est ce sentiment, cette émotion que provoque la rencontre d'un monde, un monde qui paraît d'abord si lointain et qui finit par devenir si proche qu'on a parfois les larmes aux yeux en le quittant. D'ailleurs, ai-je vraiment quitté le Niger ? Chaque jour ou presque, je regarde le stylo en laiton que m'a offert mon guide Boubacar, le soir de mon départ. Il l'a posé sur la petite table où nous prenions un dernier verre, emballé dans un papier journal froissé, et il m'a dit merci en guise de dernier mot. N'est-ce pas mon tour de le lui dire ? Merci. Le reportage d'Antoine Dabundo et le récit de ces rencontres sont à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Vous venez d'écouter le dernier épisode de cette saison 2. La Croix vous donne rendez-vous très bientôt pour retrouver d'autres récits originaux racontés par ceux qui les font vivre dans nos colonnes et sur nos supports numériques.